Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci pour la fidélité sans cesse renouvelée à votre désormais programme favori, les ODD d'ici. La seule émission pour vous permettre de mieux comprendre les objectifs de développement durable. Aujourd'hui, nous sommes à l'ODD numéro 3 et c'est en compagnie de Monsieur Inouye Aboubakar, chargé de la promotion et de la santé à l'Organisation mondiale de la santé, que s'ouvre ce nouvel épisode. Monsieur Inouye Aboubakar, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau numéro des ODD d'ici. C'est avec plaisir que l'OMS répond à cette émission dont je vous félicite pour l'initiative que vous avez prise parce qu'elle permettra au grand public de se familiariser avec les objectifs de développement durable. Parfait. Je le disais à l'entame, nous sommes à l'ODD numéro 3. Docteur Aboubakar, que dit l'ODD 3? Je vous remercie. Effectivement, dans la conscience populaire, l'ODD 3 a trait à la santé et au bien-être. Mais il dit particulièrement qu'il faut permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. C'est un élément important lorsqu'on parle de santé, de l'associer au bien-être, parce qu'il n'y a pas santé sans bien-être. Et c'est pour cette raison, dans cette ODD, on allie à la fois la promotion pour vivre en bonne santé, mais également la promotion du bien-être, et pour tous, et à tout âge. Et comme vous le savez, un des éléments importants des ODD, c'est de ne laisser personne de côté. Et donc, c'est pour cette raison que nous insistons sur la notion de tous et à tout âge. Donc, du nouveau-né jusqu'à la personne âgée. Alors, pourquoi est-il important de garantir une bonne santé et un bien-être pour tous? Merci. Je pense qu'il faut revenir à la définition de la santé. Et pour bien comprendre pourquoi il faut garantir cela. Dès sa création, dès la création de l'OMS, dans son préambule de sa constitution, l'OMS a défini la santé comme étant un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ça veut donc dire que un bon état de santé va au-delà de l'absence de maladie, va au-delà de l'absence d'infirmité. Ça voudrait donc dire que pour être en bonne santé, il faut absolument satisfaire aux besoins fondamentaux de la personne, c'est-à-dire l'alimentation, le logement, l'assainissement, l'accès aux loisirs, l'hygiène et tout ce qui va concourir à son bien-être, y compris les activités culturelles et sociales qui permettent un bon épanouissement de la personne humaine. Ça, c'est fondamental pour cela. Deuxièmement, pourquoi il faut garantir la santé? Parce que la santé est au centre du développement. Il n'y a pas de développement sans la santé. Et donc, si vous n'avez pas une population en bonne santé, vous ne pourrez pas avoir les performances économiques que vous voulez. Si vous n'avez pas une population en bonne santé, vous ne pourrez pas atteindre les autres objectifs que vous vous fixez dans la vie. Et d'ailleurs, ce qui est fondamental à constater, c'est que quand vous voyez l'ODD 3, quasiment les 16 autres objectifs de développement durable contribuent à l'atteinte de l'ODD 3. Si vous prenez la pauvreté avec la nutrition, l'alimentation, ça contribue. Si vous avez une bonne alimentation, ça contribue à ça. Si vous prenez l'éducation, ça a été prouvé que plus vous avez un niveau éducatif élevé, plus vous améliorez votre état de santé. Si vous prenez l'eau et l'assainissement, si vous prenez l'hygiène, si vous prenez le travail décent, si vous prenez toutes les questions environnementales, tout contribue à la santé. C'est ce que l'OMS a appelé la santé dans toutes les politiques. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Et pour revenir dans le cas du Gabon, il faut savoir que la santé est un droit humain fondamental. Et dans le cas du Gabon, dans toutes les constitutions que la République gabonaise a adoptées, la santé est un droit constitutionnel. Assurer la santé et la protection des populations, c'est un droit fondamental de la personne.
Parfait, un ODD en corrélation directe avec les 16 autres, bien entendu. Alors, quelle action mène l'OMS au niveau du Gabon afin d'améliorer la santé et le bien-être des populations? Peut-être qu'avant d'arriver à l'action de l'OMS, je voudrais d'abord rappeler que cet ODD 3 est important pour les pays. Comme vous le savez, l'échéance des ODD, c'est 2030. Et comment allons-nous savoir que chaque pays a atteint les ODD? Dans le cadre de l'ODD 3, il y a un certain nombre d'indicateurs qui ont été définis pour permettre de mesurer si les pays ont atteint. Le premier indicateur, c'est ce qu'on appelle la réduction de la mortalité maternelle. Il faut que tous les pays qui ont signé les ODD aient un taux de mortalité maternelle inférieur à 70 pour 100 000 naissances vivantes. Le deuxième indicateur, c'est ce qu'on appelle la mortalité néonatale et la mortalité infanto-juvénile. Il faut que tous les pays aient un taux de mortalité néonatale inférieur à 12 pour 1000 naissances vivantes et un taux de mortalité infanto-juvénile inférieur à 25 pour 1000 naissances vivantes. Le troisième élément qui va permettre de mesurer, c'est ce qu'on appelle mettre fin à l'épidémie de VIH-Sida, de tuberculose, de paludisme, d'hépatite, de maladies tropicales négligées et de toutes les autres épidémies. Et le quatrième, c'est vraiment réduire d'un tiers les maladies non transmissibles, y compris la promotion de la santé mentale. Ensuite, nous avons des éléments sur la consommation des substances psychoactives. Nous avons également des indicateurs sur, effectivement, la réduction des décès liés aux accidents de la voie publique. Nous avons également un autre indicateur sur la santé reproductive, le planning familial, et nous avons un indicateur sur l'assurance santé. Il faut que chacun bénéficie d'une assurance santé. C'est fondamental. Le Gabon est en bonne voie, mais c'est important d'insister là-dessus. Et enfin, il faut également réduire tous les décès liés effectivement à toutes les pollutions de l'air, de l'environnement, de l'eau, y compris aux décès liés aux substances chimiques dangereuses. Donc il est important de rappeler cela aux populations pour dire qu'en 2030, on va évaluer le Gabon sur l'atteinte de chacun de ces indicateurs et c'est à ce moment-là qu'on pourra savoir si les efforts fournis et par le gouvernement, et par le partenaire, et par le système des Nations Unies ont permis au Gabon d'être au rendez-vous de 2030. Alors je retiens, vraiment, je reste sur une note positive. On est en bonne voie. On est en bonne voie sur certains indicateurs. On est sur une voie beaucoup plus difficile sur d'autres indicateurs, mais l'échéance de 2030 n'est pas encore atteinte et le gouvernement et les partenaires sont à pied d'œuvre pour faire en sorte que les populations gabonaises soient au rendez-vous de l'atteinte des ODD en 2030. Alors, quels sont notamment les défis pour l'atteinte de l'objectif bonne santé et bien-être? Alors, vous avez posé une question précédente sur laquelle je vais revenir. Quelles sont les actions de l'OMS? L'OMS mène énormément d'actions au niveau du Gabon et qui a trait à son mandat et à sa mission. Le but de l'OMS, c'est d'amener tous les peuples du monde au plus haut niveau de santé qu'il est possible d'atteindre. C'est le but de l'OMS. Et donc sa mission, c'est de promouvoir la santé, préserver la sécurité sanitaire mondiale et servir les populations vulnérables. Lorsque vous avez mis ces deux actions côte à côte, vous avez là l'ancrage de l'action de l'OMS dans un pays. Et à la fin, concrètement, nous avons mené énormément d'actions sur plusieurs plans. Il faut vous rappeler une chose, l'OMS est le premier partenaire technique en matière de santé au Gabon. Il met à la disposition du gouvernement, mais des populations gabonaises, plus de 70 experts en santé publique, en épidémiologie, qui sont logés ici au Gabon. Ensuite, l'OMS contribue également au financement de la santé, bien que n'étant pas un partenaire financier. Nous ne sommes pas un partenaire financier. Et les financements que l'OMS donne ne sont pas des prêts. Tout ce que l'OMS donne, ce sont des dons, c'est-à-dire non remboursables.
parce que c'est sa contribution à l'effort du pays. Pour le dernier biennium, à titre d'appui sur les 2 ans, l'OMS a dépensé aux alentours de 3 milliards, sans mettre les salaires. Bien entendu, c'est à travers des séminaires, c'est à travers des actions directes sur le terrain, c'est à travers le renforcement des capacités, etc. Quatrièmement, ce que l'OMS fait également, parce que nous sommes une organisation technique, c'est de renforcer les capacités des acteurs de la santé pour leur permettre de donner des prestations de qualité. Je peux vous dire que sur le dernier biennium, nous avons formé plus de 300 experts nationaux sur les différentes thématiques de la santé, les urgences, la vaccination, la prévention, le contrôle des infections, l'eau et l'assainissement, le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les maladies tropicales négligées, etc., etc. Et nous le faisons. Nous le faisons localement, mais nous le faisons également en envoyant des experts nationaux à l'étranger. L'autre élément que l'OMS fait également, c'est la définition des politiques et des plans d'action. Vous le savez, on dit pour avoir un succès en santé, il faut déjà avoir une bonne politique et un bon plan d'action. L'année dernière, nous avons aidé le ministère de la Santé à élaborer sa nouvelle politique nationale de santé, c'est-à-dire celle qui définit sa vision de la santé dans le pays. Et nous avons également accompagné le gouvernement à élaborer son nouveau plan national de développement sanitaire sur 5 ans, etc. Et pour la première fois au Gabon, parce que ça n'avait jamais été fait, nous avons également aidé le gouvernement à élaborer la première politique nationale de santé communautaire. Parce que la santé communautaire est le maillon faible du système de santé gabonais. Et donc, le gouvernement s'est engagé à le faire et l'OMS l'y a accompagné. Et nous avons également les plans stratégiques pour les différentes maladies, VIH, SIDA, tuberculose, paludisme, maladies tropicales négligées, etc., que nous accompagnons à mettre en place. Et enfin, nous avons des actions directes que nous menons. Vous avez vu lors de la dernière pandémie de la Covid, l'OMS s'est déployée, l'OMS a offert des réactifs, l'OMS a offert du matériel de protection, l'OMS a offert des ambulances, l'OMS a apporté des dispositifs de lavage de mains dans toutes les structures sanitaires de Libreville, etc., etc. Et quand il y a par exemple des campagnes de vaccination, l'OMS met des équipes, finance des équipes pour aller vacciner les enfants dans les différents quartiers, villes et villages de notre pays. Et donc, vous voyez que nous avons une action globale, nous avons une action sur l'ensemble des domaines de la santé et nous sommes présents à côté du gouvernement, mais également des autres agences du système des Nations Unies qui travaillent dans le domaine de la santé. Merci, docteur. On le voit, hein, beaucoup d'humanisme dans les actions que mène l'OMS sur le terrain. Alors, peut-être l'occasion de revenir sur les défis pour l'atteinte de l'objectif bonne santé et bien-être. Oui, il est important, avant d'arriver aux défis, parce que c'est des éléments fondamentaux, dire que nous avons 2 éléments importants en termes de résultats. Parce que vous savez, très souvent, on demande quels sont les résultats pour moi. Il faut savoir qu'en 2017, le Gabon a été déclaré libre de la poliomyélite. Ce n'est pas souvent que ça arrive, ce résultat. Et l'OMS en est particulièrement fier d'avoir été un acteur important, avec d'autres bien entendu, pour que le Gabon arrive à l'éradication de la polio. Mais il ne suffit pas d'avoir déclaré le Gabon libre de polio. L'OMS fait encore chaque année la surveillance épidémiologique dans les 9 provinces du pays, y compris la surveillance environnementale, pour s'assurer qu'on ne réintroduit pas le poliovirus sauvage dans notre pays. Et c'est un travail titanesque qui est fait avec nos collègues du ministère de la Santé, pour lequel l'OMS est particulièrement fier en tant que résultat probant qui a permis de protéger les populations. Maintenant, on peut parler de tous les autres succès mineurs, mais je tenais à souligner cette action-là qui est pour nous un résultat de premier plan. Alors, concernant les défis, il faut on va structurer les défis de 2 ordres. Les défis sanitaires
et les défis liés au système de santé. Peut-être nous édifier d'abord la différence entre ces deux défis. Ok. Quand on parle de défis sanitaires, on parle des problèmes de santé, c'est-à-dire des maladies. Quand on parle du système de santé, on parle de l'organisation et du fonctionnement du système qui doit permettre de résoudre les défis sanitaires. Pour dire une chose simple, vous voulez voyager, il y a l'objectif et il y a le véhicule qui doit vous amener en voyage, ou l'avion ou le train. Et vous, votre véhicule peut avoir des problèmes qui vous empêchent de réaliser votre voyage. Et donc, il faut déjà qu'on sache quels sont nos défis sanitaires. Le premier qui nous vient et qui est fondamental, c'est la mortalité maternelle. Il faut qu'on sache que le ratio de mortalité maternelle au Gabon est en hausse. Et nous devons absolument faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le baisser. Pour le baisser d'abord pour le bien des femmes gabonaises, mais également pour le baisser pour atteindre l'ODD 3, dont la première cible, c'est la réduction de la mortalité maternelle. Le deuxième défi sanitaire que nous avons, c'est la mortalité infanto-juvénile et néonatale. Oui, elle a baissé ces derniers temps, mais il faut qu'elle baisse encore suffisamment pour que nous puissions être au rendez-vous de l'ODD 3 et de la cible numéro 2. Le troisième, qui est un élément important, c'est aujourd'hui la lutte contre les maladies non transmissibles et les facteurs de risque qui accompagnent. Quand on parle des maladies non transmissibles, il faut y voir aujourd'hui tout ce qui est maladie chronique, hypertension, diabète, insuffisance rénale, etc., qui sont les premiers postes de dépenses des populations aujourd'hui. Et donc, il faut absolument faire en sorte que nous puissions... Et pour s'attaquer aux maladies non transmissibles, il faut s'attaquer aux facteurs de risque. C'est quoi les facteurs de risque? Le tabagisme, l'alcoolisme, la sédentarité, l'obésité, etc., qui sont les facteurs de risque de ces maladies non transmissibles. Il faut qu'on s'y attaque réellement. Le quatrième, c'est ce qu'on appelle, et que nous avons, qui nous permet de nous maintenir sur le double fardeau. On a encore énormément de problèmes avec les maladies infectieuses. Nous sommes encore en situation d'épidémie généralisée de VIH-Sida. Nous avons la tuberculose qui a un haut taux, une prévalence, une incidence encore élevée, etc., etc. Il faudrait que nous puissions. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les nouveaux défis. Il y a aujourd'hui la lutte contre les maladies émergentes et réémergentes. 70% des urgences sanitaires concernent les anthropozoonoses, c'est-à-dire la Covid. C'est une anthropozoonose. Elle commence chez l'animal, elle arrive chez l'homme. Nous avons aujourd'hui le Mpox qui commence chez le singe et arrive chez l'homme. Nous avons le Marbourg, nous avons connu Ebola dans le Gabon. Et donc ça, c'est un défi important du système de santé pour savoir que, attention, toutes ces anthropozoonoses-là vont revenir. Toutes ces maladies que l'on pensait avoir mis derrière nous vont ressurgir et il faut donc que les systèmes de santé soient prêts à intervenir. C'est pour cette raison que l'OMS fait la promotion de ce qu'on appelle le One Health, une seule santé qui permet effectivement de mettre en jonction la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale, parce qu'on se rend bien compte que tous les problèmes de santé ou la majorité des problèmes de santé de l'homme proviennent soit des animaux, soit de l'environnement. Et donc, ça, c'est un fait important. L'autre élément également important, c'est tous les défis liés au changement climatique, qui vont entraîner des catastrophes naturelles, des inondations, des éboulements de terrain, mais également qui vont entraîner une recrudescence de ce qu'on appelle les maladies climato-sensibles, la dengue, le chikungunya, le paludisme. Et donc, il faudra qu'on s'y prépare et qu'on soit prêt en termes de défis sanitaires pour faire face à tout cela. Et puis, je voudrais terminer, parce que la liste est longue, je risque de vous garder longtemps, sur ce qu'on appelle la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Vous savez, la découverte de l'antibiotique a été la révolution la plus importante pour la santé, pour la science
pour la médecine, parce qu'elle a permis de lutter efficacement contre les maladies infectieuses. Or, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de résistance. Vous avez vu dans le cas de la tuberculose, nous avons ce qu'on appelle la tuberculose multi- et ultra-résistante, et où quasiment aucun antibiotique n'est efficace. Et si nous perdons l'antibiotique, ça va être dramatique pour les populations. Donc il faut que nous nous préparions à cela pour faire en sorte qu'effectivement il y ait une utilisation rationnelle de ces médicaments et que nous les préservions parce que l'avenir de la médecine et de la santé y dépend. L'avenir de la médecine et la santé en dépendent. Alors nous sommes arrivés quasiment au terme de ce programme. Pour moi, au quartier, docteur, que puis-je faire concrètement pour participer à la mise en œuvre de l'ODD 3? Alors, je vous ai dit, pour en arriver là, je vous ai parlé des défis sanitaires, mais des défis également du système de santé. Vous savez, pour régler tous ces problèmes sanitaires, on a besoin d'avoir un système de santé performant et résilient. Et pour avoir un système de santé performant et résilient, on a ce qu'on appelle au niveau de l'OMS les 7 piliers du système de santé. Il faut accroître les ressources financières. Il faut augmenter les budgets pour la santé, pour permettre au système de santé de fonctionner. Il faut qu'il y ait des ressources humaines formées, compétentes, partout, notamment en zone rurale et dans les coins les plus reculés. Il faut que le médicament soit disponible partout où on en a besoin et au moment utile. Il faut que la capacité de diagnostic soit présente et partout pour permettre de diagnostiquer très rapidement les cas de maladies que nous avons ou les problèmes de santé que nous avons. Il faut que le système d'information et la gouvernance du système marchent très bien. Il faut que nous puissions lutter contre les urgences sanitaires et prendre cela en charge très tôt. Mais il y a quelque chose de fondamental dans notre pays. Il faut qu'on change de paradigme. Vous voyez, notre système de santé est un système de santé hospitalo-centriste, c'est-à-dire qu'il est basé sur l'hôpital. Aujourd'hui, nous devons absolument tout faire pour retourner vers la base, pour retourner vers les fondamentaux de la santé, c'est-à-dire la prévention. Il faut absolument qu'on mette les moyens dans la prévention des maladies. Il faut qu'on mette les moyens dans la promotion de la santé. Parce qu'il faut qu'on mette les moyens dans ce qu'on appelle la santé communautaire. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont pu se développer parce qu'ils ont développé la santé communautaire. Ils ont fait en sorte que, comme vous l'avez dit dans votre question, chacun participe à l'amélioration de son état de santé. Et pour que chacun participe à l'amélioration de son état de santé, il faut l'impliquer. Il faut lui donner les rudiments. C'est quoi les rudiments qu'on doit donner à chaque acteur de la santé? Il faut qu'il prenne soin de son hygiène. Hygiène corporelle, hygiène individuelle, et hygiène de l'environnement. Il faut qu'il fasse les activités de promotion de la santé. Avoir une alimentation saine et équilibrée. Pratiquer l'activité physique. Éviter la consommation de tous les stupéfiants, tabac, alcool, drogue, etc. Dormir sur moustiquaire imprégné, l'utilisation du préservatif, l'allaitement maternel exclusif, etc., etc., qui sont des actions simples, mais qui permettent à chacun de participer concrètement à l'amélioration de son état de santé, de l'état de santé de la communauté et donc de l'atteinte de l'ODD 3. Merci docteur pour toutes ces explications. Je vous dis très certainement à une autre opportunité. Ben, ce sera toujours avec plaisir que l'OMS viendra échanger avec vous sur la question de la santé en particulier, mais notamment de l'ODD 3. Merci.
Chers téléspectateurs, il est désormais clair pour tout un chacun que l'agenda 2030 en son ODD numéro 3 a pour objectif de garantir une bonne santé et un bien-être pour tous les citoyens à travers le monde. Toutefois, retenons que la réalisation effective de cet ODD dépend en grande partie de l'implication locale. Vous l'aurez compris, les ODD d'ici, c'est terminé pour aujourd'hui. Mon équipe extraordinaire et moi-même vous donnons rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel objectif de développement durable.